50-50. Il y a ceux qui se mettent le casque et automatiquement, ils sont Tom Cruise dans Minority Report, ils oublient qu'ils ont un casque, ils font ses murs, ils se couchent à terre, ils lisent pas les instructions si jamais il y en a, et ils sont un peu imprévisibles. Mais en même temps, des fois, ils sont le fun à voir parce qu'ils essayent la chose vraiment au bout de la lettre. Dans l'autre extrême de la roche, les gens qui, quand ils se mettent le casque, en fait, on a réussi à leur dire de mettre le casque, qui ne bougent plus. Puis là, les autres, ils ont l'impression qu'ils sont dans une télé. Puis ils n'ont même pas l'idée d'explorer en haut, en bas, là. Ils ne parlent même pas de vous déplacer, là. Ils sont pas juste comme ça. Donc, ces gens-là, il faut les faire bouger. Quand on fait une expérience en réalité virtuelle, il faut qu'on réponde à ces deux types de personnes-là dans la même expérience. C'est un bon défi. Ça, c'est propre à la technologie qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, avant de rentrer un peu dans les détails de comment on fait une expérience en réalité virtuelle, je vais juste mettre la base au cas où vous ne sachiez pas toutes les technologies qui existent aujourd'hui. Donc, en bas de gamme, il y a tout ce qui se fait en termes de téléphone. Donc, les smartphones de ce monde. Donc, peut-être que vous connaissez un peu, mais si vous avez un téléphone intelligent, vous pouvez le mettre dans un Google Cardboard. Si vous avez un Samsung, peut-être que vous avez des Oculus sur laquelle vous mettez votre téléphone dedans. Les nouveaux Google Daydream, toute cette catégorie-là de réalité virtuelle est limitée par la capacité du téléphone. Donc, capacité en termes de fini, de qualité graphique, d'interaction peut-être un peu limitée. Ça commence à être de plus en plus intéressant avec les petites manettes qui nous permettent un peu d'interaction. Mais ça reste que c'est une expérience qui est un peu, on va se le dire aujourd'hui, un peu bas de gamme comparativement à ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. L'autre expérience qui est encore aujourd'hui depuis 1 an la meilleure sur le marché, c'est celle du HTC Vive. Le HTC Vive, la particularité, on l'a installé ici, donc c'est les deux sensors qui sont là, qui me permettent de me déplacer dans une zone d'à peu près 11 pieds par 11 pieds maximum, 5 pieds par 5 pieds minimum à peu près. Donc, liberté de mouvement, le casque est branché à un ordinateur, donc super puissance, pour avoir un bon PC, on s'entend. Et donc, super qualité graphique, super beau rendu, super bonne rapidité d'exécution. Le mouvement est naturel. On a 2 manettes pour chacune des mains, donc je peux interagir de façon beaucoup plus naturelle avec les mains. Qui sont reconnus dans l'espace. Et ça, aujourd'hui, c'est encore la meilleure qualité qui soit. C'est là-dessus qu'on va vous présenter notre expérience aujourd'hui. Dans la même catégorie, Oculus, PlayStation ont sorti aussi des trucs qu'on peut bouger, mais ça reste que c'est limité par rapport à l'espace de déplacement du HTC Vive qui est vraiment pratique. Comment on bâtit une expérience crédible de réalité virtuelle? Il y a quelques trucs qu'on va donner avant de commencer, puis après ça, on va décortiquer un peu comment on a bâti notre expérience. Les choses qu'il faut savoir, qui sont des fois un peu étonnantes. Le photoréalisme, c'est pas nécessairement la chose la plus importante pour y croire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un rendu super fini en 3D, que ça a l'air vrai, et j'ai un tiroir devant moi que je suis pas capable d'ouvrir, ça va plus me déconnecter si tout l'univers est fait en cartoon. Donc, le tiroir, je peux interagir avec. Ça veut dire que les choses à laquelle on a l'habitude d'avoir dans la vraie vie, en termes d'interaction, c'est plus important que le réalisme, en termes de crédibilité, connexion, immersion. Le son aussi, c'est super important, chose qu'on, nous les deux, on vient du web, on pense vraiment pas souvent au son dans ce domaine-là. Le son, c'est super important en réalité virtuelle, du moins pour y croire le plus possible. Quand on parle de son, oui, il peut y avoir de la musique, il peut y avoir un ambiance sonore, des sons ponctuels d'interaction, mais ça peut être aussi des sons comme au cinéma, des sons qu'on a l'habitude d'entendre s'il y a un moment stressant, par exemple, on entend toujours un genre de musique, etc. Tous les rappels d'émotions, on peut les reconnecter dans la réalité virtuelle aussi. Donc le son, c'est super important. Et le mouvement, c'est aussi tout ce qui est animation. Donc, faire attention au motion sickness, le monde dit souvent qu'on a nos cœurs en arrière, mais il y a toujours une façon de le faire en douceur et qu'on peut y croire.
On peut aussi se déplacer de façon naturelle dans le cas du verre. Peut-être pour les téléphones intelligents, c'est un petit peu plus délicat dans le mouvement. Et il y a aussi des choses qui peuvent nous déconnecter de l'univers. Puis ceux qui vont venir l'essayer ici, peut-être qu'ils vont s'en rendre compte. Il y a l'environnement physique. Souvent, il y a des meubles alentour parce qu'on a fait de la place pour le verre. Puis quand on met le casque, on se rend compte oui, il y a un sofa à côté, je ne bougerai pas trop. Fait que là, on se déconnecte, on se rappelle qu'il y a quelque chose dans la vraie vie. Même si on a le casque, même si on se sent immersé, on a quand même ce réflexe de penser à ce qu'il y a autour de nous. Et la même chose pour les gens qui nous regardent. D'où l'important de faire attention à où on met le casque et l'équipement. D'ailleurs, ça, c'est un petit setup qui est là, c'est dans nos bureaux où on a dû faire un mur de plantes parce que les clients qui venaient essayer notre expérience étaient un peu gênés, donc on a décidé de faire une petite zone un peu plus privée. Donc, important dans le domaine du VR, c'est penser physiquement où je vais installer mon verre ici, qui va être super important pour être sûr que les gens soient à l'aise. Donc, la vue physique, tout ça. Et là, c'est le moment. Tu vas nous dire qu'est-ce que c'est de tester un VR devant 250 personnes. Donc, le moment est venu. Donc, on va voir ces belles lumières. Ok. Donc là, je vais... je vais juste expliquer. Oui, ok. Donc, je vais vous montrer un peu le projet qu'on a fait pour avoir quelque chose de concret dans votre tête pour que vous puissiez comprendre les étapes après comment on l'a fait. Donc, on a fait un projet retail. On ne vous présente pas du cinéma aujourd'hui ni des jeux interactifs, on présente une expérience retail en live. Ça veut dire que c'est une expérience qui est placée dans un magasin. L'expérience qu'on va vous faire aujourd'hui, le brief était grosso modo, je suis une compagnie de plein air. Je vends des tentes familiales, elles sont énormes, ces tentes, et je n'ai aucune place en magasin pour pouvoir toutes les ouvrir pour que les gens puissent les essayer. Donc, avec un espace fixe, je peux faire essayer tous les produits à la même place. Super pratique pour cette compagnie-là. C'est un produit qui est encore en prototypage, on est dans les détails. Et puis, on va essayer. Le moment tant attendu. Et quand on dit que c'est des grandes tentes, pour vous dire, c'est des tentes qui vont en 5 et 7 mètres par 5 mètres. Donc c'est vraiment assez énorme. Donc là, je vais changer. Voilà. Alors, là, on arrive dans l'expérience, en fait, au tout début de l'expérience. Donc, imaginez, vous avez votre acheteur qui est dans le magasin de plein âge et là, le vendeur va lui mettre le casque. Et il arrive, en fait, au tout début où il va choisir, en fait, son environnement. Donc là, vous pouvez voir votre scène qui choisit son environnement. Et là, ce qui arrive, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a toujours l'espèce d'effet wow, bien sûr, qui arrive en premier. Les gens sont un peu overwhelmed, ils se disent, OK, c'est ça le VR. C'est vraiment, ils sont absolument amazed par ce qui se passe. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que là, il faut un peu les focuser sur... Déjà, il faut qu'ils choisissent une tente. Il faut qu'ils focusent sur le menu pour un peu lire quelles sont les informations par rapport à qu'est-ce que veut dire l'iconographie et tout ça. Et là, une fois que tout est choisi, donc là, vous voyez, il y a deux tentes qui se présentent. Et là, on ne va pas comparer. Là, vous voyez, il y a la pluie qui se déclenche. En fait, ce choix-là, on avait décidé de commencer à apporter un peu plus de storytelling à l'expérience. Donc, au lieu que ce soit l'utilisateur qui déclenche la météo, en fait, on voulait que la météo se déclenche d'elle-même pour encore rajouter un effet de surprise, rajouter un effet de wow à l'expérience. Et même dans le futur, on est en train de travailler peut-être à faire une espèce de time-lapse entre vraiment le jour et la pluie pour rendre ça encore plus on va dire, réuni. Puis là, vous voyez ça. Un truc qui est assez important dans le VR, c'est au niveau des micro-interactions, des animations. Vous voyez là, Roxana a en fait mis une tente dans ses favoris. Vous avez vu le cœur qui s'est déplacé en fait vers lui. Et ce qui est vraiment important, c'est que en fait juste cette petite animation permet de donner l'instinct ou en fait l'intuition à l'utilisateur que les favoris vont se retrouver sur les deux. En fait, c'est son point de départ.
Et ça, c'est un truc qui revient très souvent dans le VR, c'est l'utilisation en fait des animations et des micro-interactions pour donner toujours des indices à l'utilisateur et à la fois un peu rendre l'interface ou l'environnement un peu plus propre, un peu moins gorgé d'interaction et d'interface. Donc là, vous pouvez voir un autre environnement dans des heures avec la nuit. Et truc que vous avez peut-être pas remarqué, mais au tout début de l'expérience, Roxana, avant même qu'elle ait sélectionné une tente, ne pouvait pas utiliser la téléportation. Et la raison pour laquelle on a choisi ça, c'est que, comme je vous disais, les gens sont vraiment impressionnés par l'environnement. Et ce qui est arrivé, c'est que les gens commençaient à se téléporter, à vouloir voir tout l'environnement et se retrouver à être littéralement perdus dans l'environnement et ne plus savoir où était le menu. Donc, on s'était dit, ok, on va y aller étape par étape. On va les laisser un peu déjà se retourner, voir, mais étape par étape, donc déjà interagir avec le menu, voir comment il fonctionne, mais aussi donner des points de repère, savoir que le menu est en face de moi, il y a une rivière en arrière, il y a une forêt, et les tentes vont apparaître ici. Donc en fait, on a décidé de déclencher le menu, en fait, la téléportation, une fois que les tentes étaient affichées. Et des premiers tests qu'on a fait, ça marche beaucoup mieux, les gens ont une meilleure perception en fait de leur environnement et se perdent beaucoup moins. Alors, attends. Donc, comment on a construit cette histoire-là? C'est mon projet. La première partie, probablement que si vous travaillez un peu dans le domaine, vous le connaissez, c'est le fameux leçon. Donc, dans ce cas-ci, c'était, c'est quoi nos produits, c'est quoi les attributs, c'est quoi les caractéristiques, comment on va les mettre en valeur, où sont utilisés ces produits-là, quelles sont les choses que j'ai besoin pour mettre les attributs à valeur, est-ce que c'est des choses que je n'ai pas besoin de dire, mais que je peux montrer. Donc, le décor, la météo, ça peut nous faire dire que, par exemple, les tentes sont imperméables. Le vent peut me permettre de dire que les tentes sont solides. Beaucoup de choses super intéressantes qu'on peut faire en vrai, 3D, pour pas avoir à les dire ou les écrire. Donc, super intéressant. Et une fois qu'on a fait tout ça, on passe ici. Imaginez qu'il y a des dés entre chacun des deux. C'est un rond. La particularité de la réalité virtuelle, c'est de faire un storyboard en rond au lieu d'un petit case. Comment ça marche, grosso modo, c'est que la réalité virtuelle, ça se transforme comme ça, ça se transforme comme ça, c'est une sphère, c'est horizontal et vertical. Pour storyboarder de façon la plus simple possible, on peut faire une vue de haut du 360. Donc imaginez que l'utilisateur est comme ça. La zone de confort, c'est quoi? C'est la première vue de l'utilisateur, c'est sa zone qui est confortable, c'est à peu près 90 degrés, qui est devant lui. Ça, c'est sans aucun effort, c'est ce que je vois. Fait que ça, s'il y a des trucs que vous voulez vraiment mettre de l'avant, meilleure place. Les zones étendues, c'est je fais ce petit effort. Il faut que je monte. C'est un peu là où je suis en fait. Là, je suis dans la zone étendue de l'autre. C'est intéressant si je regarde là. Il faut que je t'écoute. Puis, avec un peu de chance, vous pouvez faire retourner les gens en complet. Puis là, il y a la zone de curiosité. Donc, ça va beaucoup plus d'efforts pour retourner les gens jusque-là. Et à savoir, est-ce que c'est pertinent de mettre des choses dans ce cas-là ou pas? Et si oui, comment je fais pour diriger l'usager pour qu'il regarde dans ce cas-là? Donc, ça, c'est le plan d'image, mettons, la base pour faire un storyboard. Donc, ça ressemble à quoi notre storyboard? Ça ressemble à ça. Donc, l'usager au centre. Dans ce cas-ci, on a mis la zone du verre. On savait à peu près que l'échelle, on veut que les gens, dans une zone confortable de marche, ils puissent se rendre jusqu'à la table. Donc, qu'est-ce que j'ai devant moi dans ma zone de confort? Mon objet principal. L'objet que je veux voir. Ou mon menu. Dans ce cas-ci, on commence avec le menu. Première chose que je vois. Donc, la facilité. Et aussi diriger l'histoire de cette façon-là, l'interaction que je veux faire. Super fort. Les côtés, donc, qu'est-ce que je peux faire pour quand même faire explorer les gens? Sans envoyer le punch, parce que je suis quand même dans une expérience retail, donc je vais quand même diriger le monde, même si on contrôle de qu'est-ce qu'ils regardent, moi aussi je vais les diriger. Fait qu'on a commencé à développer des zones qui pourraient être juste un peu différentes de ce que je vois en avant. J'entends un ruisseau par exemple, je vois un début du ruisseau, si je retourne au complet.
Fait que la vue en arrière, on veut qu'elle soit belle, mais pas la plus intéressante. Faut pas qu'elle vole le punch. C'est assez pour me rendre en immersion. Mais moi, mon but, c'est de faire visiter les tentes, donc on a organisé un peu le principe. Puis il y a un truc assez intéressant là-dedans, c'est que, bon, on vous a présenté un peu nos deux espèces de personnages qui sont la grosse roche puis Tom Cruise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette espèce de pattern a différentes importances dépendamment du personnage. Exemple, la fameuse grosse roche, pour elle, c'est sûr que ça va être extrêmement important car ça va prendre énormément de volonté pour que la personne aille dans la zone étendue et encore plus dans la zone de curiosité. Alors que c'est sûr que le gars, le Tom Cruise, va vraiment beaucoup bouger durant l'expérience. C'est sûr que par exemple, tout au long de l'expérience, plus à long terme, il va y avoir une espèce de fatigue si on commence à mettre des points d'intérêt en arrière, un peu partout. Il faut quand même penser qu'il y a une espèce d'élément de facilité, un peu comme dans le web, une espèce d'élément de régularité, les éléments apparaissent toujours au même endroit, tout ça. Donc c'est quand même assez important de prendre ça en compte, mais aussi de prendre en compte en fait quel type d'utilisateur on a besoin. Une autre particularité de la zone de confort, ou ce que j'appelle la première vue, c'est qu'on peut vraiment savoir grâce au casque où la personne est et qu'est-ce qu'elle regarde pour que quand il y a une scène qui est là devant eux dans la forêt, étrangement, je vois exactement la bonne chose que j'aimerais voir. Donc, je peux forcer la première vue de l'usager. Donc, choisir quel angle de la forêt, par exemple, je veux qu'elle voit, peu importe si elle s'est promenée avant ou pas. Donc, je sais où est le casque, je force ma première vue, je suis sûre qu'ils vont voir ce que je veux voir. Dans ce cas-ci, on voulait voir la tente, on voulait commencer à voir les interactions, on voulait que la vue de la forêt soit quand même belle, c'est l'immersion quand même, c'est très émotif comme expérience. Donc, décor super important et interaction super important. Donc, ça ressemble un peu à ça. Le UI, donc on va rentrer un peu plus dans comment on a bâti le menu que vous avez vu et tout ça. On va commencer un petit peu par qu'est-ce qui s'offre à nous avant de faire un choix. En réalité virtuelle, on est tous un peu des débutants. C'est une technologie qui existe depuis pas très longtemps, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'inspirer. On peut s'inspirer du web, on peut s'inspirer du cinéma, on peut s'inspirer des jeux vidéo, on peut s'inspirer du théâtre, de la mise en scène, c'est les mêmes problématiques. Dans le cinéma et les jeux vidéo, on utilise un peu ces trois types de mots-clés-là. Donc, diégétique, c'est quoi? Diégétique, c'est un UI qui fait partie intégrante du décor. Ça veut dire quoi? C'est une horloge, c'est peut-être une méthode de temps, c'est peut-être un écran qui est dans le salon qui nous dit que la météo, des choses qui sont vraies, j'y crois, ils font le même look and feel que l'environnement dans lequel je suis. Ces choses-là, c'est un peu dur de savoir si c'est interactif, si je le laisse lever, parce que ça a le même look. Peut-être un peu moins intéressant dans une expérience de retail, ça dépend de l'expérience que vous voulez faire. Spatial, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans l'environnement, c'est dans la profondeur. Ça veut dire que si mon menu est là, si je m'approche, il va être plus haut. Il fait partie donc de la profondeur, de la même échelle, la même lumière, mais il y a un look and feel différent. Et ce look and feel-là a un avantage et un désavantage. Un, c'est super facile de savoir que c'est interactif parce que ça sort du lot, c'est pas le même look. Par contre, ça peut un peu briser l'effet d'immersion. Dans la forêt, par exemple, on s'attend pas à ce qu'il y ait dans une forêt. Fait qu'il y a des compromis à faire. Au niveau du non-diégétique, c'est des trucs qui, quand on est en développement, qui n'ont aucun rapport avec l'espace 3D. Donc, aucun lien avec la profondeur, aucun lien. C'est pas de bon vieux pop-up web. Voilà. Fait que c'est la chose qui est in your face. C'est un peu plus pratique ou utile dans les expériences de smartphone où les gens ne se promènent pas. S'il y a des choses à mettre en évidence, des avertissements très utiles, mais ça crée un bon disconnect. Peu importe ce que vous voulez choisir, hein, la phrase clé, c'est il n'y a pas de mots pour dire comment l'effet que ça fait rentrer dans du VR. Puis, je suis la première qui est tombée sur le charme. C'est vraiment la magie de l'immersion, c'est d'y croire. Puis si le UI brise cet effet-là d'immersion, ben, vous allez un peu manquer votre coup parce que c'est vraiment l'analogie du VR. C'est de trouver cet équilibre-là entre le décor, l'interactivité que je vais faire. C'est utile, il faut trouver la façon de simplifier les choses. Fait que vous m'avez vu un peu venir, on a choisi le spatial. Dans le cas du retail, surtout avec les Tom Cruise et Roll, ça
évident, facile à reconnaître dans l'environnement, facile à pointer, en même temps, qui me laisse assez de place pour le décor. Je ne dis pas le nombre de choses qu'on peut faire pour limiter le UI dans cet environnement-là pour être sûr qu'on reste dans l'immersion. C'est sûr qu'on peut rajouter des features, qu'on peut rajouter des favoris, qu'on peut rajouter plein d'affaires. Avec les défis, c'est de réfléchir à la façon la plus simple qu'on peut faire pour faire tout ça sans briser l'immersion. Mais là, je vais être honnête avec vous et je vais vous montrer ma première maquette qui était. Je vais vous expliquer quoi, je crois qu'on imaginez que l'image qui est là, c'est une image 360, c'est une sphère qui a été aplatie. Donc, si cette image-là, je la remets sur une sphère, c'est mon 360 complet. C'est un peu comme ça qu'on fait des maquettes flat pour rapidement prototyper. Si ça, c'est ma sphère au complet, mon menu qui est là en ce moment, il est à peu près 10 pieds de haut, puis ici, à peu près comme ça. Très grand. Si vous regardez la tente qui fait à peu près 4-5 pieds dans le monde, ça va ça. Puis, on a rapetissé. Finalement, ce menu-là, si je devais vous donner la tente, super lisible. C'est à peu près gros comme un poster. C'est parfait. Super lisible. Donc, en maquette, un peu de travail à essayer de comprendre les proportions pour travailler en 2D rapidement pour prototyper et après ça l'essayer. En ce moment, il n'y a pas beaucoup d'outils de prototypage. Il y en a pas beaucoup. Puis la manière dont on avait commencé à prototyper, en fait, c'est que Roxana a pris en fait des images HDRI 360. En fait, comme Roxana a expliqué, c'est en fait des sphères 360 qui sont aplaties en 2D. Et en fait, Roxana a mis les PSD, en fait, ces PSD dedans. Et après, on l'importait dans un Samsung, dans un téléphone Samsung qu'on mettait dans le Samsung Gear. Et c'est la première fois qu'on l'a vu, c'est ça faisait à peu près l'équivalent, peut-être aussi grand que ce au niveau taille. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, pour l'instant, c'est un peu notre seul outil de prototypage. C'est un peu, là ce qu'on fait souvent, c'est qu'on fait en fait des slideshows en fait, de différents états. On fait un peu notre storyboard puis on le met en état. Et après on passe d'un écran à un autre. C'est un peu pour l'instant notre axure qu'on a actuellement. Donc on est un peu limité, il faut être super créatif aussi même au niveau méthodologie, au niveau test. Mais on voit le VR, ça avance tellement rapidement, de semaine en semaine, on voit des espèces de bêta de programmes pour tester des interfaces en VR, pour tester des environnements. On a même essayé Google Petite Brush pour tester, voir, dessiner une tente ici, dessiner un arbre là, puis donc c'est de la débrouillardise pour l'instant, on va dire. Oui, mais ça sent bien, rapidement, en termes de UI, donc pas besoin de beaucoup de texte, c'est quelque chose qui se voit. On comprend, on rentre dedans, on sent. Éviter trop de mots, mais pas trop de mots. Il faut écrire quand même assez en gras pour que ce soit quand même assez lisible. Surtout si vous travaillez en Samsung, la qualité est moins bonne, faire attention à ça. Mais grosso modo, ça, c'est les proportions en maquette. Donc, l'interactivité. Le VR, c'est tellement un monde qui est intéressant dans le sens où, on va dire dans le web, vous êtes devant un écran, vous êtes toujours à la même distance de votre écran. Là, dans le VR, vous ajoutez une dimension d'espace, vous ajoutez une dimension de son, comme on a dit, une question d'animation qui est encore plus présente parce que l'animation ne se passe pas juste en 2D, elle se passe en 3D. Une question de temps, c'est énormément de choses à penser. C'est vraiment quelque chose de totalement différent. Et aussi un autre élément, c'est en fait le matériel. Le premier exemple, donc, c'est le HTC Vive qu'on a utilisé pour l'expérience. Et ce qui est vraiment intéressant avec le HTC Vive, c'est que en fait, les deux manettes qu'on a sont vraiment sur un pattern de manette de gamer. Le meilleur exemple, c'est la gâchette qu'on a ici. Une gâchette, si vous donnez cet objet-là à monsieur, madame, tout le monde, à votre mère, qui n'a jamais joué à un jeu vidéo, une gâchette, elle ne sait pas comment ça sert. Et pour nous, ça a été un gros challenge parce que dans le milieu du retail, tout le monde va essayer votre produit. Ça va être autant quelqu'un de 18 ans que quelqu'un qui peut en avoir 60. Donc c'est assez compliqué. Puis encore plus, le magasin avec lequel qui est notre client, vraiment touché vraiment monsieur, madame, tout le monde. Il n'y avait pas de target vraiment très précis. Et ça a été quand même un gros challenge. Et pour vous dire,
Le premier prototype de menu qu'on a fait, on avait pris le même pattern que Google Tilt Brush où en fait on utilisait les deux manettes pour interagir avec le menu. Donc en fait il y avait la manette de gauche sur laquelle le menu apparaissait et la manette de droite servait à pointer en fait les éléments du menu. Sauf qu'on s'est rendu très rapidement que les gens, déjà, c'est quelque chose d'absolument nouveau, être dans le VR. Alors, interagir avec deux manettes différentes, aussi au niveau ergonomie, c'était un peu compliqué d'essayer de pointer l'autre manette. Parfois, c'était trop proche, parfois, c'était trop éloigné. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que même Google peut se planter dans l'interface. Mais donc, on a décidé de simplifier ça au maximum et finalement d'arriver avec une seule manette et d'utiliser seulement en fait le pavé tactile et de cliquer dessus pour toutes les interactions. C'est sûr que ça a amené d'autres problèmes. C'est sûr qu'on a eu plus d'éléments d'interface dans l'environnement. Et c'est là où on a vraiment travaillé pour essayer de nettoyer ça, avoir le moins de boutons possible, essayer de comment faire pour faire disparaître le menu, comment faire pour l'appeler, etc. Ça a été vraiment un très très beau défi là-dessus. Mais malgré tout, après on s'est rendu compte que vraiment, en très peu de temps, les gens pouvaient apprendre comment utiliser le VR. Et c'était un peu notre gros défi. Oui. Point de noter que ça marche toujours avec tout. Et pour se téléporter aussi, donc un bouton de magique. Marcher, se téléporter, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Là, on vous parlait de la grosse différence dans le VR, donc c'est de la côté espace. Et c'est un peu les deux types de mouvements que vous allez avoir. Donc, simplement marcher dans l'environnement ici, ou bien se téléporter à l'aide de la manette. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte très rapidement qu'on se dit on va exploiter le fait que l'utilisateur peut marcher dans un environnement, c'est quelque chose de vraiment différent, ça, il va être encore plus immersé. Mais on s'est rendu compte d'un truc assez intéressant, c'est que, bon, déjà, notre persona de la personne qui n'est pas très habituée avec le VR, qui est très statique, déjà de 1 pour elle, c'est très difficile de bouger. Pour le Tom Cruise, oui, il va bouger, mais même pour lui, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour des déplacements, on va dire de 3-4 mètres, donc vraiment du point A au point B, en fait, les deux capteurs, il y a un moment donné, la personne ne va pas être super à l'aise. Parce que comme avait dit Roxana, la personne sait qu'autour d'elle, il y a des murs, elle sait qu'il y a des personnes, donc elle n'est pas à l'aise parce qu'elle ne voit pas. Elle sait qu'il y a des choses autour, mais elle ne sait pas où elle est. Et ça reste qu'il y a une espèce d'appréhension. Donc on s'est rendu compte en fait que le déplacement physique, c'est beaucoup plus pour de l'ajustement, on va dire. Imaginons que j'ai une interface qui est là, imaginons que je veux lire un petit peu plus fort, je vais peut-être faire 1 ou 2 pas pour m'approcher. Ou bien je veux rentrer dans la tente est un peu basse, je vais me baisser. Mais c'est très rare que les gens vont faire de très grandes distances et même on se rend compte que c'est pas vraiment l'idéal, d'autant plus que toujours dans le contexte de retail, c'est pas tous les magasins qui ont énormément d'espace, donc il faut faire aussi avec ça. Donc c'est, on va dire, plus de l'ajustement, tandis que là, la téléportation, on va dire, c'est le côté un peu lazy, c'est sûr que ça brise un peu l'immersion, mais c'est pratique et c'est très rapide pour la personne ensuite d'aller se téléporter dans la tente, voir, ensuite bouger un petit peu dans la tente pour voir différents détails. Donc c'est vraiment la grosse différence entre ces deux éléments. Et truc très très drôle, c'est que malgré que dans un environnement 3D tout n'existe pas, on va dire dans cette tente, le matelas et le sac de couchage n'existent pas, c'est du virtuel. Les gens vont être devant la chambre et les gens ne vont jamais y aller parce qu'ils se disent non, je vais marcher dedans, c'est comme un blocage psychologique. Et ce qui nous a rendu compte qu'en fait il faut vraiment designer tout l'espace pour qu'à chaque fois la personne puisse se déplacer, qu'il n'y a rien dans son chemin. C'est quelque chose de vraiment important et au début qu'on ne saurait jamais douter. Et pour vous dire à quel point c'est fort, il y a une expérience que je vous recommande vraiment d'essayer qui s'appelle Everest, où ils ont reproduit par quel procédé 3D, je ne me rappelle plus le nom. La photogrammétrie. Le mont Everest. Et on fait quelques étapes en fait de l'ascension. Et c'est drôle, il y a un moment donné, il y avait littéralement une falaise devant soi, et les gens ont vraiment énormément d'appréhension, même il y en a qui ne sont pas capables de mettre juste le pied dans le vide, c'est vraiment un blocage psychologique total. Donc c'est pour vous dire, ça c'est un cas vraiment extrême, mais c'est pour vous dire à quel point la chaise de camping qui est devant, c'est un blocage, la personne va avoir une espèce d'inconfort, elle sait qu'elle peut rentrer dedans, mais c'est pas optimal, c'est pas super réaliste. Contrairement à nous qui ont joué maintenant, c'est super efficace, on pense à travers les tentes.
Et le découpage technique, ça, vous dites, ok, qu'est-ce qu'on transmet en fait aux développeurs? Comme a dit Roxana, on a dû s'inspirer de beaucoup de choses, et dont en fait le cinéma. En fait, on découpe l'expérience en différentes scènes, et dans ces différentes scènes-là, on décrit en fait qu'est-ce qui se passe au niveau sonore, au niveau voix off, au niveau animation, au niveau interaction, et tous ces côtés-là. Donc on décrit précisément qu'est-ce qui se passe. Parfois, vous voyez sur l'image de gauche, on va faire différentes étapes pour montrer en fait l'évolution. Et c'est ça qui va vraiment servir de guideline en fait aux développeurs. Puis bon, c'est sûr qu'il y a toujours des allers-retours, mais pour l'instant, c'est un peu notre livrable en fait que l'on donne avec les techniques. Et vraiment, le truc qui est l'important, qui a été notre gros challenge, c'est trouver l'équilibre entre la magie et l'accessibilité. Et au niveau magie, je pense qu'on est en train déjà de penser à tout ce qui est storytelling, au niveau animation, vraiment de travailler là-dessus. Je pense que c'est notre prochain gros défi. Mais aussi, quand je parle des micro-interactions, vraiment d'un pur point de vue technique et UX, je pense que c'est ça qui permet vraiment de rendre les éléments accessibles, interactifs et Et ça, c'est notre bonbon. C'est quand on fait tester le VR et qu'on se rend compte que la personne est allongée par terre, se croyant comme être dans une tente à belle étoile. Ça, c'est vraiment notre bonbon. Là, on se dit qu'on a réussi. Merci.